Et coucou les petits scientifiques, vidéo de révision pour le chapitre 4. On va reparler de la structure de Lewis des molécules et des ions, de la géométrie des molécules, ensuite on parlera de la polarisation des liaisons et de la polarité d'une molécule, tout ça pour comprendre la cohésion de la matière. Ensuite, on refera le point sur les différentes interactions qu'il existe au sein de la matière et de la capacité du coup d'un solvant à dissoudre ou à extraire des molécules. Tout ça, c'est une histoire de polaire ou apolaire. Et enfin, on parlera de la réaction de titrage, on verra le montage de cette réaction, on verra ce que c'est que l'équivalence d'un titrage, et puis qu'est-ce qu'on fait avec ces informations du titrage, à quoi ça sert en fait. Et on commence par refaire le point sur la structure de Lewis des atomes et donc du coup des molécules et des ions. Alors la structure de Lewis, c'est une façon de représenter la molécule dans laquelle on fait apparaître les doublés liants, c'est-à-dire les liaisons covalentes, qu'elles soient simples ou doubles, et les doublés non liants. Et on fait le point sur comment faire pour écrire une structure de Lewis. Dans un premier temps, il faut que l'on connaisse le nombre d'électrons de valence de notre atome. Donc soit on nous donne son numéro atomique, soit on a sa place dans le tableau périodique et donc on peut savoir quel est son nombre d'électrons de valence. Une fois qu'on a l'électron de valence, les électrons de valence, on va pouvoir écrire la structure de Lewis de cet atome. Et si on a la structure de Lewis de l'atome, on peut deviner et écrire la structure de Lewis de la molécule en utilisant la règle du duet et de l'octet. Et je vous ai remis ici un tableau avec les structures électroniques des atomes les plus classiques, ceux qu'on a l'habitude d'utiliser, l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, ceux de la famille des halogènes, enfin quelques atomes là qu'il faut quand même commencer à connaître, mais dont on retrouve la structure électronique de par leur nombre d'électrons de valence, je le redis. On regarde ça avec un exemple. L'atome d'hydrogène possède un électron de valence. Du coup, il aimerait être, lui, entouré de 2 électrons, règle du duet, et donc il va chercher, par exemple, un autre atome d'hydrogène qui possède lui aussi un électron de valence. Du coup, ces 2 atomes d'hydrogène vont décider de mettre en commun leurs 2 électrons de valence. Cela va former une liaison covalente entre ces 2 atomes d'hydrogène et on va obtenir la molécule de dihydrogène. Dans cette molécule d'hydrogène, chaque atome d'hydrogène a l'impression d'être entouré de 2 électrons. Donc en fait, parce qu'ils ont mis en commun chacun leur électron de valence. Et c'est la même chose pour toutes les molécules, en fait. Si on regarde notre atome de carbone, qui lui possède 4 électrons de valence, il va essayer de trouver 4 autres atomes qui seraient d'accord pour partager des électrons avec lui, pour pouvoir former des liaisons. Donc l'atome de carbone, il va pouvoir faire 4 liaisons, ou alors des liaisons doubles. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite avec d'autres exemples de molécules. Vous, cette année, on vous demande de connaître par cœur les structures de Lewis des molécules qui sont notées ici. Donc H2, N2O2, CH4, NH3, H2O, CO2 et HCl. Celles-là, il faut que vous les connaissiez. Donc on va en reprendre certaines ensemble ici et puis toutes les autres seront à refaire, à vous entraîner à la maison. L'atome d'oxygène, lui, il possède 6 électrons de valence. Avec ces 6 électrons de valence, sa structure de Lewis, c'est 2 doublés non liants et 2 électrons tout seuls. Donc il va avoir tendance à essayer de trouver 2 autres électrons provenant d'un autre atome pour pouvoir former des liaisons covalentes. Donc il trouve un autre atome d'oxygène qui lui aussi a 2 doublés non liants et 2 électrons simples, et ils vont les partager pour former ainsi la molécule de dioxygène. Ici, les atomes d'oxygène ne suivent pas la règle du duet, mais la règle de l'octet, c'est-à-dire qu'ils veulent être entourés chacun par 8 électrons, et c'est bien le cas. Dans cette molécule, au sein de cette molécule et grâce aux liaisons que les 2 oxygènes forment entre eux, chaque oxygène est bien entouré de 8 électrons. Ces 2 doublés non liants plus les 2 doublés liants qu'ils partagent avec l'autre atome d'oxygène. Et c'est exactement la même chose ici dans cette molécule d'eau. Les atomes d'hydrogène, eux, possédant chacun un électron de valence, sont à la recherche d'un atome qui voudrait bien partager un électron avec eux pour être du coup entouré de 2 électrons autour d'eux grâce à la liaison covalente. Et l'atome d'oxygène, lui,
souhaite être entouré par 8 électrons au total autour de lui. Il en possède 6 et donc il va former 2 liaisons simples, cette fois-ci, partagées avec les hydrogènes. La molécule d'ammoniac NH3, eh bien l'atome d'azote possède 5 électrons de valence. 5 électrons de valence, ça lui fait un doublé non liant et 3 électrons tout seul. Il va chercher à être entouré par 8 électrons, règle de l'octet, et donc il va essayer de trouver 3 autres atomes qui partageraient 3 autres électrons avec lui, ce qui ferait bien 8 électrons autour de lui. Voilà pourquoi l'atome d'azote, il va toujours être entouré par un doublé non liant et 3 liaisons covalentes. Allez, dernier exemple qu'on prend ensemble, celui de la molécule de dioxyde de carbone. Le carbone, on l'a dit tout à l'heure, il possède 4 électrons de valence. Il voudrait être entouré de 8 électrons en tout, règle de l'octet. Donc il va essayer de trouver 4 autres électrons. Et dans le cas de la molécule de dioxyde de carbone, il va se combiner à des atomes d'oxygène qui, eux, veulent en partager 2 ou en récupérer 2, c'est la même chose. Et donc, on aura cette structure de Lewis pour la molécule de dioxyde de carbone. Voilà pour les molécules qu'on regardait ensemble. À vous de reprendre toutes celles de la liste qui est au-dessus. On passe maintenant à la structure de Lewis des ions. Les ions que vous devez connaître cette année en première spécialité, c'est l'ion H+, l'ion H3O+, l'ion Na+, NH4+. Ça, c'est pour les cations. Et concernant les anions, vous devez connaître la structure de Lewis de l'ion Cl-, OH- et O2-. On va prendre 3 exemples ensemble. Le premier, c'est celui de l'ion hydrogène H+. Cet ion hydrogène, c'est un atome d'hydrogène qui a perdu un électron. Sauf que l'atome d'hydrogène, il n'en avait qu'un. Du coup, si on veut représenter la structure de Lewis, on se retrouve avec un atome d'hydrogène et il n'y a plus rien à mettre autour. On va le représenter comme ceci. Le petit rectangle qui se trouve au-dessus du H, c'est pour dire que c'est une lacune électronique. En fait, on n'a rien à mettre autour. Il n'y a plus d'électrons, il n'y a pas de doublé, etc. Donc, on met un carré vide, ce qui veut dire que là, il y avait un électron et qu'il a disparu. Et on pense bien, c'est très important, à mettre la charge de l'ion, donc c'est un ion positif, on met le plus, et pour ne pas se tromper, on met le plus à l'intérieur d'un petit cercle. Comme ça, on comprend que c'est bien la charge électronique. Et on passe à notre deuxième exemple, l'ion chlorure, qui est un atome de chlore, qui a gagné un électron. Du coup, s'il a gagné un électron, il va se retrouver avec 3 doublés non liants et 2 électrons sur le côté. On rajoute bien la charge de notre ion moins à l'intérieur d'un cercle, comme ça au moins on ne le confond pas avec un doublé. Et puis ces 2 électrons, au lieu de les laisser dessiner comme ça, on va les représenter sous la forme d'un doublé. Et on se retrouve avec un atome de chlore entouré par 4 doublés non liants, ainsi que la charge négative à l'intérieur d'un cercle. Et dernier exemple qu'on prend ensemble, c'est l'exemple de l'ion H3O+. Donc dans cet ion H3O+, c'est l'oxygène qui porte la charge plus. Donc cet oxygène, s'il porte la charge plus, c'est parce qu'il a perdu un électron. C'est-à-dire qu'au lieu d'être entouré de 6 électrons de valence, il ne va n'être entouré que de 5 électrons de valence. Cet atome d'oxygène forme 3 liaisons avec des atomes d'hydrogène. On a donc 3 électrons qui sont déjà pris dans des liaisons covalentes. Il lui reste donc plus que 2 électrons autour de lui pour avoir ces fameux 5 électrons de valence puisqu'il en avait perdu un, rappelez-vous. Donc on se retrouve avec cette structure de Lewis-là pour l'ion H3O+, et il est possible de représenter les 2 électrons par un doublé. On vient de voir 7 exemples ensemble parmi les 15 molécules et ions que vous devez connaître. Donc à vous de jouer, entraînez-vous, évidemment la correction est dans le cours. Et si on a revu cette structure de Lewis, c'est parce qu'on en avait besoin pour comprendre la géométrie des molécules. Chaque molécule va avoir une géométrie différente par rapport à d'autres molécules et on peut les classer, comme ça on sait, suivant la forme de Lewis de la molécule, quelle géométrie elle va avoir. On fait le point ensemble.
Et là aussi, encore une fois, il y a une méthode simple pour trouver la géométrie d'une molécule. Dans un premier temps, il faut avoir écrit la structure de Lewis. Ensuite, on va compter le nombre de doublés liants et non liants autour de l'atome central de notre molécule. Parce que cette géométrie, elle va s'articuler autour d'un atome. Et donc, on compte les doublés liants et non liants autour de cet atome. À partir de ça, ça va nous donner le type de la molécule. Le type AX2, AX3, AX2, E2. Je vous rappelle que les X, c'est pour les liaisons, donc pour les doublés liants, et les E, c'est pour les doublés non liants. Donc on est capable de savoir s'il y a deux doublés non liants et deux doublés liants, ça va être une molécule qui va être de type AX2, E2. Bon, et une fois qu'on a trouvé le type de la molécule, il suffit de regarder dans le tableau et de savoir à quelle géométrie cela correspond. Allez, on prend 3 exemples ensemble. Et on commence par la molécule de dioxyde de carbone, CO2. Dans cette molécule, l'atome central, c'est l'atome de carbone. Cet atome de carbone, attention, c'est là que c'est piège, vous pourriez me dire, il est entouré de 4 doublés liants. Et non, pas du tout. En fait, il possède 2 liaisons, mais ce sont des liaisons doubles. Donc, cet atome de carbone, il est de type AX2 seulement. Il n'est pas de type AX4. Puisque les liaisons sont des liaisons doubles. Donc ils forment 2 liaisons. Si on se reporte au tableau, une molécule qui est de type AX2 sera une molécule linéaire. Voilà pourquoi la molécule de CO2 est représentée en ligne droite. L'exemple suivant, c'est celui de la molécule d'eau, H2O. Dans cette molécule, si on a sa structure de Lewis, on a l'atome central qui est un atome d'oxygène. Cet atome d'oxygène est entouré par 2 doublés non liants et 2 doublés liants. Ce qui veut dire que c'est une molécule du type AX2E2. On se reporte dans le tableau et on voit que une molécule AX2E2 a une géométrie coudée. Voilà pourquoi on représente la molécule d'eau de cette façon-là, avec les atomes d'hydrogène qui sont un peu vers le bas. Dernier exemple, celui de la molécule d'ammoniac NH3. L'atome central, c'est l'atome d'azote N qui est entouré d'un doublé non liant et de 3 doublés liants. C'est donc une molécule du type AX3E1. Encore une fois, on se reporte dans le tableau et on voit que c'est une molécule qui aura une géométrie pyramidale. Et vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça de trouver la géométrie des molécules. Je vous conseille de vous entraîner avec toutes les molécules dont on a parlé précédemment, celles dont vous devez connaître par cœur la structure de Lewis. Allez, à vous de jouer. Et maintenant, on laisse de côté Lewis et la géométrie des molécules. On va se concentrer sur les liaisons et la polarité des liaisons et donc du coup ensuite la polarité des molécules. Et pour savoir si une liaison est polaire ou apolaire, eh bien, il va falloir qu'on s'intéresse à l'électronégativité des atomes concernés par cette liaison. Et rassurez-vous, vous ne devez pas connaître la valeur des électronégativités de tous les atomes, elle vous sera systématiquement redonnée dans l'énoncé. Un petit point sur le tableau périodique, l'électronégativité, elle augmente sur une période, donc de gauche vers la droite, et elle augmente aussi en colonne du bas vers le haut. Autrement dit, l'atome le plus électronégatif du tableau périodique sera l'atome de fluor, qui a une valeur d'électronégativité de 4. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces informations-là sur l'électronégativité des atomes? Allez, c'est tout simple, on fait le point méthode ensemble. On l'a dit, c'était une histoire d'électronégativité, donc on va trouver la valeur des électronégativités des atomes constituant la liaison qu'on est en train d'étudier. Et il faut regarder la différence d'électronégativité entre ces deux atomes. Si la différence est inférieure à 0,5, alors on va dire que cette liaison est apolaire. Si la différence est supérieure à 0,5, on va dire que cette liaison est polaire. Et si la différence est carrément supérieure à 1,7, cette liaison va devenir une liaison ionique. Allez, on explique tout ça. On prend l'exemple de la liaison entre un carbone et un hydrogène. La différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène est inférieure à 0,5, donc cette liaison est apolaire. Si on prend cette fois-ci l'exemple de la liaison entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Là, cette fois-ci, l'atome d'oxygène est bien plus électronégatif que l'atome d'hydrogène.
Il est plus électronégatif, ça veut dire qu'il va être capable d'attirer les électrons vers lui. C'est ça, l'électronégativité, c'est le pouvoir qu'a cet atome à attirer les charges électriques. Donc l'atome d'oxygène, il est plus électronégatif, il va essayer de berner un petit peu l'atome d'hydrogène qui est à côté. Rappelez-vous, ils partagent des électrons ensemble, mais comme il est plus électronégatif, il va attirer les électrons vers lui. Donc l'hydrogène qui a partagé son électron, il s'est un petit peu fait voler son électron. Il est toujours près de lui, mais cet électron va être décalé vers l'atome d'oxygène. Cet atome d'oxygène, il va donc maintenant posséder une charge partielle, c'est pas une vraie charge, il n'a pas pris l'électron totalement pour lui, il le partage toujours avec l'hydrogène, mais cette charge a été décalée, ces électrons sont décalés vers lui, il est donc partiellement chargé négativement. On va donc lui ajouter une charge delta- à côté de lui. Du coup, si l'atome d'oxygène, il est porteur d'une charge partielle delta-, l'atome d'hydrogène, lui, il est porteur d'une charge partielle delta+. La différence d'électronégativité étant supérieure à 0,5, on considère que cette liaison est une liaison polaire. Et pour chaque liaison polaire, il va exister ce qu'on appelle un moment dipolaire entre les deux atomes. Un moment dipolaire, on représente ça sous la forme d'un vecteur. Donc c'est une petite flèche. Cette flèche, elle va toujours du moins vers le plus. Donc on va représenter le long de la liaison un vecteur qui va du moins vers le plus, c'est-à-dire de l'oxygène vers l'hydrogène. Allez, troisième et dernier exemple, la liaison entre un atome d'hydrogène et un atome de fluor. L'atome de fluor est très électronégatif, l'atome d'hydrogène l'est très peu. Du coup, la différence d'électronégativité entre les deux est largement supérieure à 1,7. Cette liaison n'est donc même pas polaire, elle est plus que polaire, on dit que c'est une liaison ionique. L'atome de fluor, très électronégatif, va carrément récupérer les deux électrons de la liaison pour les mettre autour de lui et devenir lion fluor. Quant à l'hydrogène, lui, il s'est fait berner dans l'histoire puisque il a perdu son électron, il devient lion hydrogène. La liaison est rompue entre l'atome d'hydrogène et de fluor, et ces deux atomes deviennent chacun des ions. Allez, maintenant que nous sommes au point sur la polarisation des liaisons, on va s'occuper de la polarité des molécules, donc on va faire exactement la même chose, mais à l'échelle des molécules. Du coup, pour savoir si une molécule va être polaire ou apolaire, il va falloir étudier chaque liaison de la molécule avec la méthode précédente. Et on va faire les choses dans l'ordre. Il faut déjà avoir la molécule correctement représentée dans sa bonne géométrie et avec sa forme de Lewis. Une fois qu'on a cette molécule sous les yeux, il faut qu'on regarde s'il y a des liaisons polaires ou pas dans la molécule. Liaison polaire, on le sait, on l'a appris à la diapo précédente. Il suffit de regarder la différence d'électronégativité entre ces atomes. Une fois qu'on sait s'il y a des liaisons polaires ou apolaires, il va falloir représenter les moments dipolaires. Vous savez, les petites flèches, d'accord? Les moments dipolaires pour chacune de ces liaisons. Et on regarde si ces moments dipolaires s'annulent ou pas. Si les vecteurs s'annulent, la molécule est dite apolaire. Si les moments dipolaires ne s'annulent pas, la molécule sera polaire. Alors évidemment, si dans notre molécule il n'y a aucune liaison polarisée, il va de soi que la molécule est forcément apolaire. Et on va regarder ensemble deux exemples de molécules qui contiennent des liaisons polaires et essayer de voir est-ce que la molécule est globalement polaire ou globalement apolaire. Et on commence par notre molécule de CO2. On avait repéré sa géométrie tout à l'heure. La molécule de CO2 est une molécule de type AX2, c'est donc une molécule linéaire. On la représente en ligne droite. Dans cette molécule, les liaisons entre les carbones et les hydrogènes sont des liaisons polarisées. Pourquoi? Parce que la différence d'électronégativité entre le carbone et les oxygènes est supérieure à 0,5. Il existe donc des charges partielles sur les atomes et des moments dipolaires le long de ces liaisons. On les représente. Les deux atomes d'oxygène sont les plus électronégatifs, ils portent donc la charge partielle delta-. Quant à l'atome de carbone, lui il a une électronégativité plus faible, il a une charge partielle delta+. Chacune des liaisons est polarisée, on peut donc représenter un moment dipolaire qui va forcément de la charge partielle négative vers la charge partielle positive, ça nous donne deux moments dipolaires représentés comme ceci.
Une fois qu'on a représenté la géométrie, qu'on a cherché la polarisation des liaisons et représenté les moments dipolaires, il faut voir si ces moments dipolaires s'annulent. On a ici deux vecteurs qui sont opposés. Si on additionne ces deux vecteurs, on obtient bien un vecteur nul. Les deux vecteurs s'annulent. On a une molécule qui est apolaire. Allez, on passe au deuxième exemple qui est celui de la molécule d'eau, géométrie AX2E2, donc molécule coudée. Dans cette molécule, les deux liaisons entre l'oxygène et les hydrogènes sont des liaisons polarisées puisque la différence d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène est supérieure à 0,5. Notre atome d'oxygène est porteur de charge partielle delta-, les atomes d'hydrogène sont porteurs de charge partielle delta+. Et là, encore une fois, il faut représenter les moments dipolaires qui existent le long de ces liaisons. C'est là que la géométrie est importante, vous allez voir. Chaque moment dipolaire est le long de la liaison. Si on ajoute ces deux vecteurs-là, si on fait la relation de Schall, qu'on ajoute ces deux vecteurs, on n'obtient pas du tout un vecteur nul. Les deux ne s'annulent pas. Il existe donc un moment dipolaire global qui n'est pas nul. Cette molécule est une molécule polaire. Et là aussi, encore une fois, vous vous rendez compte que si vous appliquez la méthode point par point, c'est pas si compliqué, tout découle les étapes les unes derrière les autres, et donc on peut trouver facilement si une molécule est polaire ou apolaire. Et on continue sur ce qui va structurer la matière en parlant maintenant des différentes interactions qu'il existe au sein de la matière. Et on va prendre deux cas de figure, soit dans le cas d'un solide ionique, soit dans le cas d'un solide moléculaire. On commence par le solide ionique. À l'intérieur de ce solide ionique, comme son nom l'indique, il va y avoir des ions. Des ions chlorure qui sont porteurs de charge négative et des ions sodium qui sont porteurs de charge positive, par exemple pour ce solide ionique qui est le chlorure de sodium NaCl. À l'intérieur de ce solide, on a donc des charges négatives, des charges positives. Il existe de fortes interactions électrostatiques, la loi de Coulomb, on en a parlé dans le chapitre précédent, qui règnent à l'intérieur de ce solide. Alors évidemment, les charges opposées s'attirent, les charges identiques se répulsent et la molécule, le cristal, est organisé de telle sorte que les interactions attractives soient plus fortes que les interactions répulsives, ce qui donne de la cohésion à la matière. Pour un solide moléculaire maintenant, on prend l'exemple du diode. À l'intérieur de ce solide moléculaire, il va régner des interactions qu'on va appeler les interactions de Van der Waals, qui sont des interactions plutôt faibles. Si à l'intérieur de notre solide moléculaire, il y a des atomes d'hydrogène et des atomes qui possèdent une électronégativité plus forte que l'hydrogène, bien plus forte, comme par exemple les atomes d'azote, les atomes d'oxygène ou les atomes d'halogène. Dans ce cas-là, il va y avoir, au sein de ce solide moléculaire, des interactions plus fortes qu'on va appeler des liaisons hydrogènes. Ces liaisons hydrogènes, bien sûr, ce ne sont pas des liaisons covalentes, elles ont lieu entre l'atome d'hydrogène et l'atome bien plus fortement électronégatif, comme par exemple un atome d'oxygène. Il faut que cet atome soit porteur de doublés non liants pour que ces liaisons hydrogènes aient lieu. En fait, il va y exister une force qui va régner entre l'atome d'hydrogène et cet atome d'oxygène qui va donner de la cohésion à la matière. On appelle ça donc les liaisons hydrogènes. Bon, et qu'est-ce que vous devez savoir de tout ça ? Vous devez être capable de savoir que dans un solide ionique ont lieu des interactions électrostatiques, que pour un solide moléculaire, il n'y a que les interactions de Van der Waals et possiblement des liaisons hydrogènes, si on a les bons atomes. Et ensuite, vous devez savoir que les liaisons hydrogènes sont plus fortes que les interactions de Van der Waals, et vous devez aussi savoir que les interactions électrostatiques sont plus fortes que les liaisons hydrogènes, qui sont elles-mêmes plus fortes que l'interaction de Van der Waals. Et si on a vu tout ça jusqu'à présent, c'est pour comprendre comment et pourquoi un solvant est capable de dissoudre un solide, et après, comment un solvant est capable d'extraire un liquide. Allez, c'est parti, on commence par la capacité d'un solvant à dissoudre un solide.
Et là, vous allez voir, la règle est toute simple. Pour dissoudre une molécule polaire ou un solide ionique, d'accord, on est d'accord que ionique, c'est plus fort encore que polaire. Eh bien, on va utiliser un solvant polaire. Et pour dissoudre un solide apolaire, on va utiliser un solvant apolaire. Une molécule polaire se dissout facilement dans un solvant polaire. Une molécule apolaire se dissout facilement dans un solvant apolaire. Vous voyez, c'est tout simple. Donc nous, concrètement, dans les exos, on aura quoi? Vous allez avoir une molécule. Vous allez devoir trouver si cette molécule est polaire ou apolaire. Pour cela, il va falloir avoir la géométrie de la molécule avec sa forme de Lewis, récupérer les moments dipolaires, voir s'ils s'annulent ou pas, enfin bref, tout ce qu'on a vu précédemment. Une fois qu'on sait ça, si cette molécule est polaire ou apolaire, on va vous proposer plusieurs solvants pour pouvoir la dissoudre. Là aussi, encore une fois, il va falloir savoir si ce solvant est polaire ou apolaire. Donc soit on vous donne sa géométrie, la forme de la molécule, et vous devez trouver, soit on va vous dire le solvant est polaire ou le solvant est apolaire. Et on va devoir choisir le bon solvant pour dissoudre le bon solide. On vous demande aussi de connaître cette année les 3 étapes de la dissolution d'un solide ionique dans l'eau. Ces 3 étapes sont les suivantes. L'étape de dissociation, c'est-à-dire que notre solide ionique, notre cristal composé de particules négatives et de particules positives vont se séparer. Dissociation, donc des ions positifs et des ions négatifs. Deuxième étape, la solvatation. Cette solvatation, c'est en fait les molécules de solvant, donc ici c'est des molécules d'eau dans le dessin. Les molécules de solvant vont venir récupérer ces ions suite à la dissociation. Et ils vont venir s'accrocher dans le bon sens, c'est-à-dire que notre solvant, il est forcément polaire pour dissoudre un solide ionique, rappelez-vous, et donc c'est les particules positives de notre solvant qui vont venir s'accrocher à l'ion négatif, et pour l'ion positif, c'est la partie négative du solvant qui va venir s'accrocher autour de l'ion positif. Ça, c'est ce qu'on appelle la solvatation. Et la troisième étape à connaître, c'est la dispersion. Tout simplement, ces ions positifs et négatifs là, entourés des molécules du solvant, vont se disperser à l'intérieur de la solution. Et on aura une répartition équitable un peu partout dans la solution de nos ions positifs et négatifs. Et la dernière chose qu'on vous demande de savoir faire sur la dissolution d'un solide cette année, c'est d'écrire correctement l'équation de dissolution. On regarde un exemple. Et dans notre dessin ci-contre, nous avions la dissolution du chlorure de sodium, NaCl, qui est un solide ionique. Et ce chlorure de sodium, NaCl, il se transforme, il se dissout et il devient les ions Na+, et les ions Cl-. Ce qui est très important, c'est d'écrire dans l'équation de dissolution l'état. C'est le petit S entre parenthèses pour le solide et le petit AQ pour les ions qui sont en solution aqueuse. Voilà pour la dissolution d'un solide. On va passer maintenant à la capacité d'un solvant à extraire un liquide. Extraire un liquide, ça veut dire que on va vouloir récupérer ce liquide qui est déjà dans un mélange, donc on veut le faire passer d'un solvant à un autre solvant. Et pour ce faire, il y a 2-3 règles à respecter. Il faut bien évidemment que le liquide que l'on souhaite extraire soit très soluble dans le nouveau solvant qu'on va choisir. Sinon, le liquide, jamais il va aller dans ce solvant-là. Deuxième chose, il faut que le solvant extracteur, celui qu'on va rajouter, ne soit pas miscible au solvant précédent dans lequel se trouve notre espèce. Sinon, tout va se mélanger et on ne pourra pas l'extraire. Et troisième chose, on va réaliser cette extraction dans une ampoule à décanter dont vous devez connaître le schéma. Je précise aussi que si on a plusieurs solvants possibles, on choisira celui qui est le moins dangereux ou celui qui va être le plus économique si c'est dans le cadre industriel. Donc concrètement, dans les exercices, on va vous donner un mélange qui contient une espèce à extraire qui est mélangée dans un premier solvant, et on va vous donner une liste de solvants possibles pour l'extraire, et vous allez devoir comparer les solubilités de ces solvants, les miscibilités entre eux, etc. pour trouver et choisir le meilleur solvant extracteur possible. Et dans toutes ces extractions ou dans ces dissolutions,
On en revient toujours à la même chose, au côté polaire et apolaire, rappelez-vous, hein, ceux qui sont polaires vont ensemble, ceux qui sont apolaires vont ensemble. Et vous avez dans ce tableau quelques exemples de solvants polaires et apolaires. Alors vous ne devez pas les connaître par cœur, mais c'est bien si vous savez en citer un ou deux. Et on en a fini avec les formes de Lewis, la géométrie des molécules, la polarisation des liaisons, la polarité des molécules, l'extraction des molécules. On change complètement, on passe maintenant aux réactions de titrage. Et une réaction de titrage, en fait, c'est une technique qu'on va utiliser en chimie pour trouver la concentration d'une solution, qu'on va appeler la solution titrée. On a une solution, on connaît son nom, mais par contre, on ne connaît pas sa concentration. Et on cherche à trouver sa concentration. Pour cela, on va réaliser un titrage et on va avoir besoin d'une solution titrante pour titrer notre solution titrée. On vous demande de connaître le schéma du montage de titrage. Le schéma, c'est celui-ci. Il faut savoir impérativement que la solution titrée, on va la mettre forcément dans l'Erlenmeyer et que la solution titrante, elle, va se trouver dans la burette graduée. Bon, et ce titrage, ça consiste en quoi? Bien, on va avoir notre solution titrée dans l'Erlenmeyer et on va ajouter de la solution titrante au fur et à mesure. Cette solution titrante va forcément réagir avec la solution titrée. Elle va réagir au fur et à mesure que l'on va ajouter de la solution titrante. Et on va en ajouter de cette solution titrante jusqu'à ce qu'on observe l'équivalence. L'équivalence, c'est le moment où l'espèce titrée et l'espèce titrante sont introduites dans des proportions stoichiométriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espèce titrante aura réagi avec la totalité de l'espèce titrée. À l'équivalence, on aura donc fait réagir la totalité de l'espèce titrée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir remonter à la concentration de cette espèce titrée. Notre but, c'est de savoir combien il y en avait dans notre solution de départ. Et pour savoir combien il y en avait, en fait, on va commencer par savoir combien on a ajouté de la solution titrante, puisque, à l'équivalence, elles sont en proportion stoichiométrique. Allez, on voit ça ensemble. On considère un titrage qui fait réagir notre espèce A, qui est l'espèce titrée, avec l'espèce B, qui est l'espèce titrante. Ces espèces A et B réagissent ensemble pour donner les produits C et D de la réaction de titrage. Peu d'importance sur qui sont les produits C et D. Ce qui importe, c'est les coefficients stoichiométriques qui sont devant l'espèce titrée et l'espèce titrante que j'ai notée ici, alpha et bêta. Donc notre titrage, il met en jeu alpha molécules titrantes A qui doivent réagir avec bêta molécules de réactif B. Si on est avant l'équivalence, c'est-à-dire avant d'avoir ajouté suffisamment de solutions titrantes B, avant l'équivalence, il y a beaucoup plus de solutions titrées que de solutions titrantes. Parce que même si une partie de la solution titrée a réagi, forcément, la solution titrante qu'on a ajoutée, elle, on en rajoute petit peu par petit peu, elle réagit systématiquement. Donc, la quantité d'espèce A est bien plus grande que la quantité de l'espèce B. À l'équivalence, on a introduit les réactifs A et B dans les conditions stoichiométriques. Ça, on avait déjà appris dans le premier chapitre, les conditions stoichiométriques. Il faut que la quantité de A divisée par le coefficient stoichiométrique qui est devant A soit égale à la quantité de B divisée par le coefficient stoichiométrique qui est devant B. Ce qui nous donne n de A sur alpha égale n de B sur bêta. C'est ce qu'on appelle les conditions stoichiométriques et c'est ce qui est très important, c'est ce qui nous permettra tout à l'heure de remonter à la concentration de l'espèce titrée A. Et après l'équivalence, donc on considère qu'on continue à rajouter de l'espèce titrante. Du coup, l'espèce titrée, il n'y en a plus. Donc la quantité d'espèces titrantes qu'on ajoute est forcément plus grande que la quantité d'espèces titrées, qui, elle, a totalement réagi et n'est plus là. On a n de A sur alpha, qui est plus petit que n de B sur bêta. Rappelez-vous, notre objectif, c'est de retrouver la concentration de l'espèce titrée A. On va partir de la relation à l'équivalence. N de A sur alpha égale n de B sur bêta. Et on remplace tout simplement les quantités de matière de A et de B par concentration fois volume, puisqu'on sait que N égale C fois V. Ça nous donne concentration A fois volume A sur alpha égale concentration B fois volume B sur bêta, tout simplement. De cette équation-là, on peut récupérer par le jeu des mathématiques la concentration de l'espèce titrée, CA égale alpha CBVB sur bêta VA. On a donc la formule qui nous permet de calculer la concentration de l'espèce A. Il suffit de retrouver dans l'énoncé et dans notre expérience
les valeurs de la concentration de l'espèce titrante B, elle est forcément donnée dans l'énoncé. Le volume VB, ben en fait, le volume VB, c'est le volume de la solution titrante que nous avons ajouté jusqu'à l'obtention de l'équivalence. On reviendra tout à l'heure sur comment on sait quand est-ce qu'on est à l'équivalence. Donc CB et VB, on les connaît. Les coefficients alpha et bêta, ce sont ceux de l'équation de titrage, on les connaît. Le volume VA, ben c'est le volume de la solution titrée. C'est celui que nous avons mis dans l'Erlenmeyer. Donc celui-ci, on le connaît aussi. On peut donc calculer la valeur de la concentration de la solution A. C'est ce qu'il fallait faire, c'était l'objectif de notre réaction de titrage. Revenons juste une seconde sur l'obtention de l'équivalence. Cette équivalence, lors d'un titrage, pour cette année en tout cas, il faut qu'elle soit visuelle. En fait, il faut qu'on voit quand on doit arrêter de verser de la solution titrante. Donc pour cela, il faut qu'une de nos espèces chimiques soit colorée. Si une de nos espèces chimiques est colorée, on va s'arrêter soit quand cette espèce apparaît, soit quand cette espèce a totalement disparu. Donc voilà comment on repère l'équivalence à l'aide d'une espèce chimique qui est colorée. Et si toutes nos espèces chimiques sont incolores, on va ajouter à notre équation du titrage ce qu'on appelle un indicateur coloré. C'est ce qu'on a fait lors des manipulations. C'est bon, vous êtes au point sur ce que c'est qu'une réaction de titrage, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle nous permet d'obtenir. Vous n'avez plus qu'à vous entraîner à faire les exercices. Attention, hein, l'objectif du titrage, c'est souvent de retrouver une concentration. Des fois, c'est une concentration molaire, ça va, c'est facile, mais des fois, ça va être une concentration massique, ou un titre massique, ou un pourcentage massique. Donc, il y a 2-3 calculs chimiques à rajouter à la suite de ça. Vous avez des exemples dans les exercices du chapitre. Voilà, on vient de revoir toutes les notions utiles et que vous devez connaître sur le chapitre 4. Bonne révision à tous!